lors de mon premier jour dans un nouveau travail, j'ai vu la photo de ma femme, encadrée sur le bureau de mon patron. Retenant mon choc, j'ai demandé calmement, « Qui est cette femme ?» Il a souri, et a répondu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Elias. J'ai 47 ans. Et, jusqu'à ce matin-là, je pensais connaître ma vie dans les moindres détails. Je croyais connaître ma femme. Je connaissais ma routine. Je connaissais le déroulement de mes journées. Mais, parfois, la vie vous montre que tout ce que vous croyez solide, peut s'effondrer en quelques secondes. C'était mon premier jour dans ce nouveau travail. Après des mois de chômage, j'avais enfin obtenu une opportunité, dans une entreprise de logistique très réputée de la ville. Je me sentais reconnaissant, nerveux, avec ce mélange d'anxiété et d'espoir que l'on ressent, quand on recommence à zéro. En milieu de matinée, l'une des assistantes est venue me chercher. Le directeur souhaite vous rencontrer personnellement, m'a-t-elle dit avec un sourire amical. C'est une coutume avec les nouveaux employés. J'ai marché le long du couloir principal, observant les bureaux spacieux, les grandes fenêtres laissant entrer la lumière du matin, et les employés se déplaçant d'un endroit à l'autre, un café à la main. Tout semblait normal. Tout paraissait calme. Je n'avais aucune idée que, dans quelques minutes, cette tranquillité allait être anéantie. L'assistante a ouvert la porte du bureau du directeur, et m'a invité à entrer. Allez-y. Il vous attend. Je suis entré. Le bureau était spacieux, élégant, avec un mobilier en bois sombre, et une vue sur la ville. Derrière son bureau, un homme d'à peu près mon âge s'est levé pour m'accueillir, avec un sourire cordial. Bienvenue, Elias. Je suis Ralpho, le directeur général. J'espère que vous vous sentirez bien ici. Je lui ai rendu son salut. Je l'ai remercié pour cette opportunité. Nous avons échangé quelques mots, sur mon expérience et mes responsabilités. Tout se passait normalement, jusqu'à ce que mon regard ne dérive vers un coin de son bureau. Il y avait ce cadre photo en argent, et, à l'intérieur, la photographie qui allait tout changer. C'était elle. C'était Sylvia. Ma femme depuis plus de 20 ans, souriante sur une photo que je n'avais jamais vue, dans un endroit que je ne reconnaissais pas, habillée d'une façon dont je ne l'avais jamais vue s'habiller pour moi. Mon estomac s'est noué, mais je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas me lever. C'était mon premier jour. Il était mon patron. Et, par-dessus tout, quelque chose en moi me disait que, si je réagissais mal, je ne connaîtrais jamais toute la vérité. Alors, j'ai ravalé ma salive, et j'ai souri du mieux que j'ai pu. En montrant le cadre du doigt, j'ai demandé calmement, pardonnez ma curiosité, mais cette femme sur la photo, qui est-ce ? Ralpho a suivi mon regard vers le cadre. Et puis, avec un sourire que je n'arrivais pas à interpréter, de la fierté, de la nostalgie, de la complicité, il a répondu, c'est quelqu'un de très spécial pour moi. Je la connais depuis des années. Il n'a pas prononcé son nom. Il n'a rien dit de plus. Mais, la façon dont il l'a dit, la façon dont ses yeux se sont illuminés en regardant cette photo, m'a laissé une sensation glaciale dans la poitrine, dont je n'ai pas pu me débarrasser de toute la journée. Ce soir-là, pendant que Sylvia préparait le dîner comme tous les autres jours, comme si rien au monde n'avait changé, je l'ai observée en silence. Elle était souriante, calme, et parlait de choses sans importance. Moi, j'étais assis en face d'elle, avec l'impression de me trouver face à une parfaite étrangère. Je n'ai rien dit, cette nuit-là. Je n'allais pas commettre l'erreur d'agir de manière impulsive. S'il y avait quelque chose à découvrir, je le découvrirais à ma façon, en silence, avec patience, et sans que personne ne se doute de rien. Cette nuit-là fut la dernière où j'ai dormi paisiblement. Les jours qui ont suivi ont été un exercice de comédie permanent. À l'extérieur, j'étais le même Elias que d'habitude. Le mari aimant, l'employé ponctuel, l'homme discret qui saluait ses voisins le matin. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Et chaque geste, chaque mot, chaque regard que j'échangeais avec Sylvia, a commencé à peser sur moi d'une manière différente. Nous étions mariés depuis 22 ans. Nous nous étions rencontrés jeunes, alors que je commençais tout juste mon premier vrai travail, et qu'elle étudiait pour devenir assistante administrative. Je me souviens qu'à l'époque, tout était simple. Nous nous promenions en centre-ville, nous partagions un café que nous pouvions à peine nous offrir.
Nous faisions des projets pour un avenir qui semblait lointain, mais possible. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Et, depuis lors, nous avions bâti une vie qui, du moins de mon point de vue, avait été solide. Nous avions eu 2 enfants, tous 2 désormais adultes, et vivant dans d'autres villes pour leur travail et leurs études. La maison, qui était autrefois pleine de bruit, de rire et de désordre, était devenue silencieuse. Juste Sylvia et moi, partageant le même espace jour après jour, avec une routine que je trouvais confortable, jusqu'à très récemment. Elle travaillait comme assistante dans un cabinet comptable, un emploi qu'elle occupait depuis plusieurs années. Elle partait tôt, rentrait en milieu d'après-midi. Le soir, nous avions l'habitude de dîner ensemble, de regarder une série, de parler de choses futiles. Une vie normale, une vie tranquille. Ou, du moins, c'est ce que je croyais. Après avoir vu cette photographie sur le bureau de Ralpho, j'ai commencé à regarder Sylvia avec des yeux différents. Pas de manière obsessionnelle, ni de façon évidente. J'ai simplement prêté attention à des détails qui, auparavant, passaient inaperçus. J'ai remarqué, par exemple, que son téléphone n'était jamais loin d'elle. Elle l'avait toujours sur elle, même dans la cuisine, même dans la salle de bain. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention avant, mais, maintenant, cela me semblait étrange. Depuis quand faisait-elle cela? J'ai également remarqué que, certains après-midi, elle rentrait un peu plus tard que d'habitude. Pas grand-chose, 15 ou 20 minutes, avec toujours une excuse simple. La circulation, une réunion qui s'éternisait, un collègue qui avait besoin d'aide pour un rapport. Des explications normales, banales, que n'importe qui aurait accepté sans y réfléchir. Mais je n'étais plus n'importe qui. J'avais vu cette photographie. J'ai décidé de ne rien dire. Je n'allais pas l'interroger directement sur Ralpho. Si elle avait quelque chose à cacher, une question directe ne ferait que lui donner le temps de se préparer, d'inventer une explication, d'effacer les preuves. J'avais besoin d'être patient. J'avais besoin d'observer. J'ai donc commencé, sans qu'elle s'en aperçoive, à scruter les petits détails de sa routine. À quelle heure partait-elle? À quelle heure rentrait-elle? Vérifiait-elle son téléphone plus souvent que d'habitude? Semblait-elle nerveuse quand j'entrais dans une pièce, alors qu'elle était au bout du fil? Un soir, pendant qu'elle se douchait, son téléphone était resté sur la table de chevet. Il a vibré une fois, puis une seconde fois. J'ai ressenti la tentation de le prendre pour vérifier, mais quelque chose m'a arrêté. Si je le faisais, et qu'elle le découvrait, tout mon plan d'observation silencieuse s'effondrerait. Alors, j'ai simplement jeté un coup d'œil à l'écran, du coin de l'œil, sans y toucher. C'était un message d'un contact enregistré simplement sous le nom de Travaillère. Travaillère, pour Ralpho. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais je suis resté calme. Je n'ai pas touché le téléphone. Quand elle est sortie de la salle de bain, j'ai agi normalement, comme si de rien n'était. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Mon esprit repassait en boucle cette photographie, ce message, ainsi que le sourire étrange de Ralpho quand je lui avais demandé qui était la femme sur la photo. J'ai ressassé chaque détail, chaque mot, essayant de trouver une signification innocente. Mais, peu importe mes efforts, je n'arrivais pas à m'en convaincre. Le lendemain, au travail, j'ai décidé d'observer Ralpho à son tour. Sans être évident, sans éveiller les soupçons, en prêtant juste attention. J'ai remarqué que Ralpho était un homme charismatique, apprécié par presque tous les employés. Il plaisantait avec les gens, se souvenait du nom de chacun, posait des questions sur leur famille. Un leader proche et accessible, le genre de patron que les gens admirent et respectent, sans se poser de questions. Mais j'ai aussi remarqué autre chose. De temps en temps, pendant la journée, il recevait des appels, auxquels il répondait toujours en s'éloignant des autres. Il baissait la voix, marchait dans le couloir, ou se retirait dans son bureau privé. Rien qui n'aurait attiré l'attention de quelqu'un d'autre. Mais je regardais déjà avec des yeux différents, et ces petits gestes commençaient à former un schéma. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, en 22 ans de mariage, fouiller discrètement le sac à main de Sylvia. L'occasion s'est présentée lorsqu'elle est allée prendre un bain, avant le dîner. Son sac était sur le canapé du salon. Mon cœur battait la chamade alors que je m'en approchais. J'avais l'impression de trahir quelque chose. Bien qu'au fond de moi, je savais que la trahison existait déjà, bien avant que je ne touche à ce sac. À l'intérieur, parmi son portefeuille,
ses clés et des papiers sans importance, j'ai trouvé un reçu plié. Je l'ai déplié doucement, en prenant soin de ne pas le froisser plus que nécessaire. Il provenait d'un hôtel. Un hôtel où je n'étais jamais allé, situé dans un quartier de la ville qui était loin de la maison de sa sœur, loin de son travail, loin de tout endroit qu'elle aurait eu une raison de visiter. La date remontait à peine à 2 semaines, et le montant indiqué m'a glacé le sang, 180 €. Pourquoi Sylvia aurait-elle payé pour une chambre d'hôtel, il y a 2 semaines, alors qu'elle m'avait dit cet après-midi-là qu'elle était chez sa sœur, pour l'aider avec des papiers? J'ai plié le reçu exactement comme il l'était. Je l'ai remis à la même place, dans la même poche, et j'ai refermé le sac avec précaution. Quand elle est sortie de la salle de bain, j'étais déjà assis dans le salon, regardant la télévision avec la télécommande à la main, comme si de rien n'était. Comme si mon monde ne s'écroulait pas, en silence. Nous avons dîné comme d'habitude, ce soir-là. Elle a parlé de sa journée, d'un collègue, de quelque chose qu'elle avait vu sur les réseaux sociaux. J'ai hoché la tête, j'ai souri quand il le fallait, et j'ai répondu par des monosyllabes quand c'était nécessaire. À l'extérieur, tout semblait pareil. À l'intérieur, une autre pièce s'était ajoutée au puzzle. Et chaque nouvelle pièce dépeignait un tableau que je ne voulais pas voir, mais que je ne pouvais plus ignorer. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai pris une décision silencieuse. À partir de ce moment, je ferai attention à tout. À chaque détail, à chaque mot, à chaque mouvement. Car quelque chose me disait que ce reçu d'hôtel, cette photographie sur le bureau de Ralpho, et ce message de travailleur, n'étaient pas des éléments isolés. Ils faisaient partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et je commençais tout juste à le découvrir. Presque 2 semaines s'écoulèrent depuis que j'avais trouvé ce reçu d'hôtel. 2 semaines pendant lesquelles je suis devenu, à l'insu de tous, l'observateur silencieux de ma propre vie. Chaque matin, je me réveillais avec la même routine que d'habitude. Le café, le journal sur mon téléphone, un petit mot pour Sylvia avant de partir travailler. Mais, à l'intérieur, chaque geste avait un sens nouveau. Chaque mot était analysé, chaque silence était suspect. Au travail, les choses progressaient normalement. Je m'adaptais bien à mes nouvelles responsabilités, et mes collègues semblaient sympathiques. Parmi eux se trouvait un homme nommé Francisco, qui travaillait dans le secteur de la logistique depuis plus de 10 ans. C'était l'une de ces personnes qui connaissent les moindres recoins d'une entreprise, tous les commérages, et toutes les histoires qui circulent dans les couloirs. Dès le premier jour, Francisco s'était montré amical avec moi, proposant de m'expliquer comment fonctionnaient certains processus internes. Un jour, pendant le déjeuner, nous nous sommes retrouvés à la même table, à la cafétéria de l'entreprise. Nous avons parlé de choses futiles, le temps, la circulation, les prix qui augmentaient chaque mois. Mais, à un moment de la conversation, sans que je n'ai posé de questions directes, Francisco a mentionné quelque chose qui m'a laissé pétrifié. « C'est marrant », a-t-il dit en remuant son café. « Quand j'ai vu votre nom sur la liste des nouvelles recrues, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà entendu. Votre femme s'appelle Sylvia, c'est bien ça ?» J'ai senti mon cœur s'arrêter un instant. J'ai essayé de ne rien laisser paraître sur mon visage. « Oui », ai-je répondu, avec la voix la plus calme possible. « Vous la connaissez ?» Francisco a gloussé doucement, comme s'il se rappelait quelque chose de drôle, quelque chose sans importance pour lui. Pas directement. Mais, il y a longtemps, quand Ralpho n'était pas encore le directeur général, il la mentionnait dans certaines conversations. Il disait qu'il avait une amie de longue date nommée Sylvia, qui travaillait dans la comptabilité. J'ai trouvé ça curieux. Quand j'ai vu que les noms de famille correspondaient. J'ai essayé de maintenir mon sang-froid, bien qu'intérieurement, je sentais le sol s'ouvrir sous mes pieds. C'était il y a combien de temps, ai-je demandé, essayant de faire passer ça pour de la simple curiosité. Francisco a haussé les épaules. Oh, je ne sais pas, il y a environ 10 ans, peut-être 15. Ralpho venait de commencer dans l'entreprise. Il était le superviseur d'un petit service. Je me souviens qu'il parlait beaucoup d'elle, à l'époque. Il disait que c'était une femme très spéciale, qu'il l'admirait beaucoup. Puis, il a arrêté de la mentionner, et j'ai complètement oublié cette histoire. Jusqu'à maintenant. La conversation a dévié sur d'autres sujets, mais je n'y prêtais plus attention. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de trier les informations. 10, 15 ans en arrière. Cela signifiait que Ralpho et Sylvia se connaissaient, bien avant que je ne change d'emploi,
bien avant que je ne rejoigne cette entreprise. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ce soir-là, sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de passer mentalement en revue toute notre histoire commune. Je me suis souvenu des premières années de notre mariage, lorsque Sylvia travaillait dans un petit cabinet d'expertise comptable, avant de rejoindre son cabinet actuel. Je me suis rappelé qu'à l'époque, elle parlait souvent d'un collègue, un jeune homme ambitieux, dont elle disait qu'il irait loin. Je n'avais jamais prêté attention à ses commentaires. Ce n'était que de simples observations sur un collègue. Cet homme, aurait-il pu être Ralpho? Cette pensée m'a retourné l'estomac. Si c'était vrai, cela signifiait que Sylvia et Ralpho se connaissaient depuis bien plus longtemps que je ne l'avais jamais imaginé. Et s'ils se connaissaient depuis cette époque, quel genre de relation avaient-ils entretenu toutes ces années? J'ai décidé que j'avais besoin de plus d'informations. Mais je savais que je devais les obtenir avec une extrême prudence. Je ne pouvais pas interroger Sylvia directement. Je ne pouvais pas interroger Ralpho directement. Toute question frontale trahirait mes soupçons. Et, s'il y avait vraiment quelque chose à cacher, ils auraient le temps d'effacer les preuves, de coordonner leurs histoires, et de se préparer à une éventuelle confrontation. J'ai donc poursuivi ma stratégie de silence et d'observation. Mais maintenant, avec un nouvel objectif, j'avais besoin de trouver des preuves concrètes. Pas des suppositions, pas des coïncidences. De vraies preuves. J'ai commencé à arriver un peu plus tôt au travail, sans que personne ne le remarque. J'utilisais ces minutes supplémentaires pour observer la dynamique du bureau, avant que l'agitation de la journée ne commence. J'ai remarqué que Ralpho avait également l'habitude d'arriver très tôt, bien avant la plupart du personnel administratif. Et j'ai constaté que, certains matins en arrivant, il passait un coup de téléphone depuis son bureau, la porte fermée. Un jour, j'ai utilisé un prétexte professionnel pour m'approcher de son bureau, pendant l'un de ces moments. La porte n'était pas complètement fermée. Et bien que je ne puisse pas entendre les mots exacts, je pouvais percevoir le ton de la conversation. C'était un ton détendu, familier, presque intime. Pas le ton qu'on utiliserait avec un fournisseur, un client ou un employé. Lorsqu'il a terminé l'appel et qu'il est sorti de son bureau, il m'a salué avec la même cordialité que d'habitude, sans se douter de rien. Cette même semaine, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Je savais que c'était risqué, mais j'avais besoin de confirmer mes soupçons d'une manière ou d'une autre. Un jour, pendant que Sylvia était sous la douche, j'ai pris son téléphone. Je connaissais le mot de passe, car elle me l'avait donné elle-même, des années auparavant. À une époque où il n'y avait aucun secret entre nous, à une époque où j'étais absolument certain de ne jamais rien trouver. Je suis allé rapidement sur l'application de messagerie, et j'ai cherché le contact travailleur. Les messages avaient été supprimés. Il n'y avait aucun historique. Seul restait cet unique message, que j'avais vu vibrer 2 semaines plus tôt, et qui disait simplement « Appelle-moi quand tu peux ». Sans plus de contexte, sans plus d'informations, ce message seul ne prouvait rien. Mais le fait que l'historique soit vide, qu'aucune conversation précédente ne soit visible, m'indiquait que quelqu'un avait pris la peine de tout effacer. Et cela, en soi, était un signe. J'ai quitté l'application, j'ai laissé le téléphone exactement où il était, sous le même angle et dans la même position, et je me suis éloigné vers la cuisine avant qu'elle ne sorte de la salle de bain. Cette nuit-là, pendant que Sylvia dormait à mes côtés, je suis resté éveillé à fixer le plafond. J'avais le sentiment que ma vie entière à 22 ans de mariage, 2 enfants, une maison, un avenir construit ensemble reposait sur des fondations qui n'avaient peut-être jamais été réelles. Le lendemain au travail, j'ai décidé d'essayer une approche différente. Si Francisco connaissait des éléments sur le passé de Ralpho, peut-être que d'autres employés, avec plus d'ancienneté, savaient aussi quelque chose. Mais je devais être prudent. Je ne pouvais pas simplement demander « Connaissez-vous la femme du nouvel employé ?» Cela éveillerait immédiatement les soupçons. Alors, lors d'une conversation informelle avec une autre collègue, une femme nommée Monica, qui travaillait aux ressources humaines et était dans l'entreprise depuis plus de 15 ans, j'ai mentionné indirectement que j'avais entendu dire que Ralpho était dans l'entreprise depuis longtemps. Je lui ai demandé, avec le ton d'un nouvel employé simplement curieux, comment s'était passée son ascension jusqu'au poste de directeur général. Monica a souri, comme quelqu'un qui se souvient du bon vieux temps. « Oh, Ralpho a beaucoup changé depuis son arrivée », a-t-elle déclaré. Quand il a commencé ici, c'était un gamin ambitieux, toujours en train de chercher à nouer des contacts, toujours en train de parler aux bonnes personnes.
Je me souviens qu'à l'époque, il sortait beaucoup après le travail, avec un petit groupe d'amis proches. Certains travaillent encore ici. D'autres sont partis dans d'autres entreprises. Mais il a toujours entretenu ses amitiés, ses connexions. Je pense que c'est en partie comme ça qu'il est arrivé si loin. Et ses amitiés ne venaient que de l'entreprise, ai-je demandé, en essayant de paraître détaché. Non, non, a-t-elle répondu. Certaines venaient d'avant, de l'époque où il était dans un autre cabinet comptable. Je crois qu'il travaillait là-bas, avant de venir ici. Il y avait aussi de bons contacts. Un autre cabinet comptable. Le même cabinet où Sylvia avait travaillé au début de notre mariage. Je sentais que chaque pièce, une par une, commençait à s'emboîter, formant un tableau que je ne voulais toujours pas regarder en face, mais dont je ne pouvais plus nier l'existence. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, et j'ai trouvé Sylvia en train de préparer le dîner, fredonnant une chanson, complètement inconsciente de la tempête qui se formait en moi. Je l'ai observée depuis l'entrée de la cuisine pendant plusieurs secondes, avant qu'elle ne remarque ma présence. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé en souriant, en me voyant planté là. « Tout va bien », ai-je répondu en lui rendant son sourire. Je repensais juste au travail. Et, d'une certaine manière, ce n'était pas un mensonge. Les jours suivants se sont écoulés sous un calme qui n'avait plus rien de réel. Je prenais toujours le petit déjeuner avec Sylvia chaque matin. Je lui disais toujours au revoir avec un baiser, avant de partir travailler. J'écoutais toujours les histoires de sa journée, chaque soir pendant le dîner. Mais derrière chaque geste quotidien, se cachait un homme qui ne faisait plus confiance. Un homme qui observait, qui mesurait chaque mot, chaque silence, chaque regard. J'ai décidé que j'avais besoin de preuves plus solides. Les coïncidences, les commentaires de Francisco, les mots de Monica, le reçu de l'hôtel, le message effacé. Tout cela, pris séparément, pouvait avoir des explications innocentes, si quelqu'un voulait s'en défendre. Mais, mis bout à bout, cela formait un schéma que n'importe quelle personne raisonnable aurait trouvé suspect. Néanmoins, j'avais besoin de quelque chose de plus concret. Quelque chose qui ne pouvait pas être balayé par de vagues excuses. C'est alors que je me suis souvenu d'un élément important dans nos finances. Sylvia et moi avions des comptes séparés pour nos dépenses personnelles, mais nous partagions un compte joint pour les dépenses de la maison, l'hypothèque, les charges, la nourriture. J'avais l'habitude de vérifier ce compte de temps en temps, sans trop prêter attention aux transactions, confiant que tout était en ordre. Mais là, j'ai décidé de l'examiner attentivement. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone, un soir où Sylvia était déjà endormie, et j'ai commencé à examiner l'historique des 6 derniers mois. La plupart des transactions étaient les habituelles, paiement de factures, courses, versement de l'hypothèque. Mais, en y regardant de plus près, j'ai trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Une série de virements vers un compte que je ne connaissais pas effectués environ une fois par mois, depuis les 8 derniers mois. Les montants variaient. Parfois 150 €, d'autres fois 200 €, et même 300 € une fois. Le motif des virements indiquait simplement « épargne personnelle ». Une épargne personnelle, pourquoi? Pourquoi ne m'avait-elle jamais parlé d'une épargne personnelle? Et surtout, pourquoi prenait-elle de l'argent sur notre compte joint, l'argent destiné aux dépenses de la maison, pour l'envoyer sur un compte que je ne reconnaissais pas? J'ai noté le numéro de compte sur mon téléphone, dans une note privée, protégée par mot de passe. Je ne savais pas exactement ce que je ferais de cette information, mais je savais qu'il était important de la conserver. Le lendemain au travail, j'ai décidé de me rapprocher un peu plus de Francisco. Nous avions commencé à déjeuner ensemble assez fréquemment, et une relation de confiance s'était développée, du moins de son point de vue. Pour moi, chaque conversation avec lui était une occasion d'obtenir plus d'informations, même si je me sentais coupable d'utiliser notre amitié naissante de cette façon. Et, Francisco, ai-je dit pendant que nous mangions. L'autre jour, tu as mentionné que Ralpho travaillait dans un cabinet comptable avant de venir ici. Tu connais le nom de ce cabinet? Francisco a réfléchi un instant. Je crois que c'était Accountant Associated, ou quelque chose comme ça. Un de ces noms génériques que beaucoup de petites entreprises portent. Pourquoi tu demandes? Sans raison particulière, ai-je répondu en haussant les épaules, juste par curiosité. Ma femme a travaillé dans un cabinet comptable il y a des années, et je me demandais si c'était le même. J'ai essayé de faire passer ça pour un commentaire anodin, sans importance, mais, à l'intérieur, mon cœur battait à tout rompre.
Accountant Associated. Ce nom me disait quelque chose. J'étais presque certain que c'était le nom de l'entreprise où Sylvia avait travaillé, au début de notre mariage. Le soir même, j'ai fouillé dans de vieilles boîtes que nous gardions dans le placard, de vieux documents, des fiches de paie datant de plus de 15 ans. J'ai fini par trouver une fiche de paie de Sylvia de cette époque. Le nom de l'entreprise y était imprimé, tout en haut. Accountant Associated Incorporated. C'était confirmé. Ralpho et Sylvia avaient travaillé dans la même entreprise, il y a plus de 15 ans, en même temps, au même endroit. Et maintenant, après tant d'années, Ralpho était le directeur général de l'entreprise où j'avais été embauché. Une entreprise différente, une société de logistique, sans aucun lien apparent avec Accountant Associated. Comment cette connexion était-elle possible? Comment était-il possible qu'après tant d'années, je finisse par travailler précisément pour l'homme qui, selon toutes les indications, entretenait une sorte de relation avec ma femme? J'ai décidé qu'il était temps de vérifier autre chose. Mon propre processus d'embauche. Comment j'étais arrivé dans cette entreprise? Était-ce vraiment un hasard, ou y avait-il quelque chose de plus derrière tout ça? Je me suis remémoré les détails. J'avais envoyé mon CV à plusieurs entreprises, comme le fait toute personne cherchant un emploi. Mais maintenant que j'y repensais attentivement, je me suis souvenu que l'offre de cette entreprise, en particulier, m'était parvenue d'une manière différente. Ce n'était pas suite à une candidature directe de ma part. C'était un appel inattendu, de la part d'un recruteur, me disant qu'il avait vu mon profil sur une plateforme d'emploi, et qu'il était très intéressé par mon profil, pour un poste précis. À l'époque, j'avais pris cela comme un coup de chance. Comme le signe que les choses s'amélioraient enfin pour moi, après des mois de recherche sans résultat. Mais maintenant, cette chance avait un goût bien différent. Sylvia aurait-elle pu, d'une manière ou d'une autre, influencer mon embauche dans cette entreprise? Avait-elle parlé à Ralpho de moi, de ma situation de chômage, et avait-il orchestré mon recrutement ensemble? L'idée semblait tordue, presque impossible à croire. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Quel sens cela aurait-il, pour ma femme, supposément impliquée avec un autre homme, de m'aider à trouver un travail précisément dans l'entreprise de cet homme? À moins qu'il n'y ait une raison que je ne comprenais pas encore. À moins que ma présence dans cette entreprise ne fasse partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple liaison. Je n'ai pas trouvé le sommeil, cette nuit-là. Mon esprit tournait à toute vitesse, envisageant toutes les possibilités, avec toutes ces questions sans réponse. Sylvia dormait à côté de moi, complètement ignorante de la tempête qui grandissait en moi. Le lendemain, j'ai décidé de franchir une étape que je savais risquée, mais nécessaire. J'avais besoin de voir mon contrat de travail en détail, et plus précisément, qui avait signé l'approbation finale pour mon entrée dans l'entreprise. Dans la plupart des entreprises, les embauches à un certain niveau nécessitaient l'approbation d'un directeur, même si ce n'était qu'une simple formalité. Sous un faux prétexte, en disant que j'avais besoin d'une copie de mon contrat pour une démarche personnelle, je me suis rendu au département des ressources humaines. Monica, la même femme avec qui j'avais parlé précédemment, est celle qui m'a aidé. Bien sûr. Donnez-moi un instant, a-t-elle dit en vérifiant son ordinateur. Le voici. Avez-vous besoin d'une partie spécifique? J'ai juste besoin de vérifier qui a approuvé mon embauche, pour une procédure bancaire, ai-je menti, avec le plus de naturel possible. Monica a tourné l'écran vers moi un instant, pour me montrer le document numérique. Et là, dans la section de l'approbation finale, j'ai vu un nom qui a confirmé tous mes soupçons. Ralpho avait personnellement approuvé mon embauche. Ce n'était pas un processus standard, géré uniquement par les ressources humaines. Ralpho, le directeur général, avait été directement impliqué dans la décision de m'embaucher. Moi spécifiquement, parmi tous les candidats possibles. J'ai remercié Monica. J'ai pris une photo discrète du document avec mon téléphone, pendant qu'elle était distraite un instant, et je suis retourné à mon bureau, avec un sentiment que je ne pouvais pas décrire avec des mots. Il ne s'agissait plus seulement d'une possible liaison. Il s'agissait de quelque chose de planifié, de quelque chose d'orchestré. Et moi, sans le savoir, je n'avais été qu'une pièce de plus dans ce plan. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai regardé Sylvia d'une manière différente. Je ne la voyais plus comme ma femme de toujours, la femme avec qui j'avais fondé une famille. Je la voyais comme une personne capable de garder des secrets pendant des années,
capable de mener une double vie sans que je ne m'aperçoive de rien. Comment se passe le nouveau boulot? M'a-t-elle demandé avec son sourire habituel. Bien, ai-je répondu. Mieux que ce à quoi je m'attendais, en réalité. Et, pour la première fois, cette phrase avait pour moi une signification complètement différente de ce qu'elle pouvait en percevoir. À partir de ce moment, ma vie s'est divisée en deux. D'un côté, il y avait le Elias que tout le monde voyait, l'employé dévoué qui arrivait à l'heure, qui s'efforçait d'apprendre rapidement ses nouvelles fonctions, qui souriait dans les couloirs, et participait aux conversations triviales autour d'un café. De l'autre côté, il y avait le Elias que personne ne connaissait. Un homme qui passait ses nuits éveillé à examiner des documents, à noter des dates, à relier les pièces d'un puzzle qui devenait chaque jour plus grand et plus sombre. J'ai décidé que je devais être méthodique. Si j'allais découvrir toute la vérité, je ne pouvais pas me fier uniquement à la chance, ou aux commentaires fortuits de mes collègues. J'avais besoin d'un système. J'ai donc commencé à tenir un journal privé, enregistré dans une note protégée par mot de passe sur mon téléphone, où je notais les dates, les noms, les montants, les heures, et tout détail qui pouvait s'avérer pertinent. La première entrée fut simple, jour 1, photo de Sylvia sur le bureau de Ralpho. À partir de là, j'ai ajouté chaque découverte. Le reçu d'hôtel de 180 €, le message effacé de Travaillère, les virements mensuels vers un compte inconnu, la connexion professionnelle entre Sylvia et Ralpho chez Accountant Associated, et l'approbation personnelle de Ralpho pour mon embauche. Chaque entrée, lue individuellement, pouvait sembler insignifiante. Mais lue ensemble, elle formait un récit qui me retournait l'estomac, à chaque fois que je le passais en revue. Un après-midi, alors que j'étais à mon bureau, en train de revoir des documents liés au fournisseur une partie de mes nouvelles fonctions, je suis tombé sur quelque chose d'inattendu. Parmi les fichiers partagés de l'entreprise, auxquels j'avais accès en raison de mon poste, il y avait un dossier contenant les contrats de location des propriétés que l'entreprise utilisait comme entrepôts et bureaux secondaires, dans différents quartiers de la ville. Je n'avais aucune raison particulière de vérifier ces documents, mais quelque chose m'a poussé à ouvrir le dossier. Peut-être était-ce de la simple curiosité professionnelle. Peut-être était-ce cet instinct que j'avais développé ces dernières semaines, celui de faire attention à tout. J'ai commencé à examiner les contrats un par un, sans but précis. Et puis, dans l'un des contrats, j'ai trouvé une chose qui m'a laissé complètement glacé. L'un des baux, correspondant à un entrepôt situé à la périphérie de la ville, avait pour propriétaire foncier une personne physique, et non une société. Et le nom de la propriétaire était Sylvia. Ma Sylvia. Ma femme depuis 22 ans. Le contrat indiquait que l'entreprise payait un loyer mensuel de 1 200 € pour cette propriété, déposée directement sur un compte au nom de Sylvia. Par an, cela représentait 14 400 €. Je n'avais aucune idée que Sylvia possédait un quelconque entrepôt. Au cours de toutes nos années de mariage, je n'avais jamais entendu parler d'un tel bien. Cela n'apparaissait dans aucune conversation, dans aucun document que j'avais vu, dans aucune déclaration d'impôt que nous avions remplie ensemble, en tant que couple marié. Comment était-il possible que ma femme possède une propriété, dont je ne savais rien? Et comment était-il possible que cette propriété soit louée, précisément, par l'entreprise dont Ralpho était le directeur général, et où j'avais été embauché, par pure coïncidence? Ce soir-là, je n'ai même pas pu faire semblant d'être normal pendant le dîner. J'étais tellement absorbé par mes pensées, que Sylvia l'a remarqué. « Tout va bien? Tu as l'air fatigué », a-t-elle dit en servant le repas. « Oui, c'est juste que ça a été une longue journée de travail », ai-je répondu en forçant un sourire. Beaucoup de nouvelles informations à assimiler. Beaucoup de nouvelles informations à assimiler. Si elle savait à quel point cette phrase était vraie. Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter davantage sur cette propriété. En utilisant mes accès professionnels, j'ai pu consulter l'historique du contrat de location. J'ai découvert que le contrat avait été signé il y a environ 6 ans. Bien avant que je n'arrive dans cette entreprise, bien avant même que je ne connaisse l'existence de cette société. 6 ans. Comment Sylvia avait-elle pu acquérir cette propriété, il y a 6 ans, sans que je le sache? Les biens immobiliers ne s'achètent pas par magie. Il faut de l'argent, de la documentation, des procédures juridiques, des signatures notariées. Comment avait-elle réussi à garder un tel secret aussi longtemps? En vivant sous le même toit que moi, en dormant dans le même lit, en partageant chaque dépense, chaque décision financière de la maison. J'ai repensé aux finances de notre famille, à cette époque. Il y a 6 ans,
nous avions traversé une période financièrement difficile. J'avais dû contracter un prêt pour couvrir une partie des frais médicaux de ma mère, qui était malade à ce moment-là. Je me souvenais très bien des conversations avec Sylvia, sur la nécessité de nous serrer la ceinture, de réduire nos dépenses, et de faire attention à l'argent. Je me rappelle même que nous avions arrêté de sortir dîner le week-end, que nous avions annulé un voyage prévu, et qu'elle-même avait proposé de vendre une vieille voiture, que nous gardions dans le garage, pour économiser un peu plus. Et, pendant que je m'inquiétais de la façon dont nous allions payer ses dettes, en comptant chaque centime, elle avait apparemment eu suffisamment de ressources pour acquérir une propriété générant un revenu mensuel de 1200 €. Une propriété qui, à ce jour, continuait de générer de l'argent, mois après mois, sans que je ne sache d'où cet argent provenait au départ, ni qui l'avait aidé à l'obtenir. La réponse la plus évidente, celle que mon esprit répétait encore et encore, était Ralpho. J'ai décidé que j'avais besoin de parler à quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui pourrait m'aider à analyser toutes ces informations, sans que la situation ne fuite jusqu'à Sylvia ou Ralpho. J'ai pensé à mon frère, qui vivait dans une autre ville, mais j'ai vite écarté l'idée. J'avais besoin de quelqu'un à proximité, quelqu'un qui pourrait m'aider physiquement si nécessaire, et pas seulement me donner des conseils au téléphone. Puis, j'ai pensé à Hugo. Un vieil ami d'université avec qui j'avais gardé contact au fil des années, même si nous ne nous voyions pas très souvent. Hugo travaillait comme détective privé. Une profession qui, pendant des années, avait été source de plaisanteries entre nous. Le détective, comme on l'appelait, mais qui, soudain, me semblait être exactement la personne dont j'avais besoin. Je l'ai appelé le soir même, depuis ma voiture garée devant la maison, avant d'entrer. « Hugo, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose », ai-je dit sans tourner autour du pot. « Ça concerne Sylvia. » Il y a eu un bref silence au bout du fil. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, son ton passant immédiatement de la convivialité à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je lui ai tout raconté. La photographie sur le bureau de Ralpho, le reçu de l'hôtel, le message effacé, les virements mensuels, le lien professionnel entre Sylvia et Ralpho des années auparavant, mon embauche étrange, et enfin, la propriété au nom de Sylvia dont je ne savais rien. Hugo a tout écouté en silence, sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, il s'est tu pendant quelques secondes, avant de prendre la parole. « Elias, ça ne présage rien de bon. Et je ne parle pas seulement d'une liaison. Ce que tu décris semble être quelque chose de plus structuré, de plus planifié. Une liaison normale n'implique pas des propriétés au nom de l'une des personnes impliquées, ou des embauches orchestrées. Ça a plusieurs couches, Elias. Et tu dois être très prudent sur la façon dont tu vas procéder, à partir de maintenant. Tu peux m'aider à enquêter, ai-je demandé. J'ai besoin de tout savoir. La propriété, l'argent, la relation entre eux, tout. Je peux t'aider, a répondu Hugo. Mais tu dois comprendre une chose. Une fois que nous allons commencer à tirer sur ce fil, il n'y aura pas de retour en arrière. Nous allons découvrir des choses que tu ne voudras peut-être pas savoir. Des choses qui vont te faire mal. Es-tu prêt pour ça? J'ai regardé la maison, et les fenêtres éclairées du salon, où je savais que Sylvia m'attendait. Elle regardait probablement la télévision, attendant que je rentre pour que nous dînions ensemble, comme n'importe quel autre soir. Comme nous l'avions fait des milliers de fois, au cours des 22 dernières années. Je suis prêt, ai-je répondu. J'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité, quelle qu'elle soit. Très bien, a dit Hugo. On se voit demain. Apporte tout ce que tu as, photos, documents, numéro de compte, date, tout ce que tu as noté. Et Elias, à partir de maintenant, n'en dis pas un mot à personne. Ni à Sylvia, ni à tes collègues. Ni à ta famille. Personne ne doit se douter que tu sais quoi que ce soit. Ta meilleure arme, pour le moment, c'est qu'ils ignorent que tu sais. J'ai raccroché, et je suis resté assis dans la voiture pendant encore plusieurs minutes. J'ai respiré profondément, me préparant mentalement à entrer dans la maison, et à jouer, une fois de plus, la comédie que tout allait bien. Quand je suis finalement entré, Sylvia était dans la cuisine, terminant de préparer le dîner. L'arôme m'a accueilli comme d'habitude. Familier, chaleureux. Le même arôme que tant d'autres soirs auparavant. « Tu es en retard », a-t-elle commenté sans se retourner. « Tout s'est bien passé au travail ?»« Tout va bien », ai-je répondu en enlevant ma veste.
Je suis juste resté discuter avec un collègue sur le parking, un moment. Un petit mensonge insignifiant, comparé à tout ce dont je soupçonnais qu'elle me nourrissait depuis des années. Mais, pour la première fois, j'ai ressenti le poids de jouer au même jeu qu'elle. Observer, attendre, cacher. Et, pour la première fois également, j'ai senti que je n'étais pas seul là-dedans. J'avais Hugo. J'avais un plan en préparation. Et par-dessus tout, j'avais la détermination d'aller au fond de cette histoire. Peu importe ce que je trouverais en chemin, peu importe le temps que cela me prendrait, peu importe le prix à payer pour connaître enfin toute la vérité. Le lendemain, après le travail, j'ai dit à Sylvia que j'avais rendez-vous avec un ancien collègue, pour parler d'une éventuelle opportunité d'emploi. Au cas où les choses ne marcheraient pas dans mon nouveau poste. Elle a accepté l'explication sans poser de questions, ce qui, à une autre époque de ma vie, m'aurait semblé être une belle marque de confiance. Maintenant, cependant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si son manque de curiosité était une simple habitude, ou si elle avait ses propres raisons de ne pas poser trop de questions sur les emplois du temps des autres. J'ai retrouvé Hugo dans un petit restaurant à l'écart du centre-ville, un endroit discret, où il n'y avait aucun risque de croiser des connaissances. J'avais apporté mon téléphone avec toutes mes notes, les photos que j'avais prises du contrat de bail et de l'approbation de mon embauche, ainsi qu'une copie imprimée du relevé bancaire montrant les virements mensuels vers le compte inconnu. Hugo a tout examiné calmement. Il prenait des notes dans un petit carnet, sans dire grand-chose, à mesure qu'il observait chaque document. L'endroit sentait le café fraîchement moulu, et le bruit de fond des autres conversations nous offrait juste assez d'intimité, pour parler sans attirer l'attention. Après plusieurs minutes, il a levé les yeux. « Elias, c'est plus gros que je ne le pensais. Laisse-moi quelques jours, pour enquêter sur le compte bancaire et la propriété. J'ai des contacts qui peuvent m'aider à retracer l'historique du bien, quand il a été acheté, à quel prix. Et s'il y a eu un financement impliqué. Je vais aussi essayer d'en savoir plus sur ce compte, où Sylvia reçoit ses virements. Et je fais quoi, en attendant ? Ai-je demandé, sentant l'impuissance me ronger de l'intérieur. Je voulais agir, faire quelque chose, mais je savais que tout geste précipité pourrait tout ruiner. Continue d'agir exactement comme tu l'as fait jusqu'à présent, a répondu Hugo. Normal, calme. Ne change pas ta routine. Ne pose pas de questions directes. Et par-dessus tout, sois attentif à tout comportement étrange de Ralpho à ton égard, au travail. S'il sait que tu es bien le mari de Sylvia, il est possible qu'à un moment donné, il baisse sa garde et fasse une erreur. Les gens qui se sentent en sécurité, qui croient avoir tout sous contrôle, finissent tôt ou tard par devenir imprudents. Les jours suivants, j'ai suivi les conseils d'Hugo à la lettre. J'ai gardé ma routine exactement identique. J'arrivais à l'heure, je terminais mes tâches, je participais aux réunions d'équipe, je plaisantais même avec certains collègues pendant les pauses. À l'extérieur, le nouvel employé enthousiaste, s'adaptant bien à son poste. À l'intérieur, chaque minute était une performance calculée. Mais, désormais, j'observais Ralpho avec une attention renouvelée, à l'affût du moindre geste, commentaire ou regard qui pourrait révéler quelque chose. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Un après-midi, lors d'une réunion générale du département où je travaillais, Ralpho est venu prononcer quelques mots de bienvenue aux nouveaux employés. J'en faisais partie, avec 2 autres personnes embauchées la même semaine. Pendant son bref discours, il a mentionné quelque chose qui m'a laissé complètement pétrifié. Je tiens à souhaiter une bienvenue toute particulière aux nouveaux membres de notre équipe, a-t-il dit en souriant, s'adressant à l'ensemble du groupe. Chaque embauche est importante pour nous, mais certaines revêtent une signification particulière. Parfois, les connexions que nous avons dans la vie nous permettent de reconnaître le talent là où d'autres ne le voient pas. En disant cela, ses yeux se sont brièvement posés sur moi, juste un instant. Mais c'était suffisant. Des connexions pour reconnaître le talent. Il parlait de moi. Il sous-entendait, devant toute l'équipe sans que personne d'autre ne s'en rende compte, que mon embauche avait une origine différente de celle des autres. Après la réunion, alors que tout le monde retournait à son bureau, Ralpho s'est approché de moi avec un sourire amical. « Elias, comment vous installez-vous ? J'espère que tout est à votre goût. »« Tout va bien, merci », ai-je répondu, en gardant mon ton aussi naturel que possible. C'est un environnement très agréable. Je suis heureux de l'entendre, a-t-il déclaré. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire.
Il est important pour moi que les personnes qui travaillent ici se sentent à l'aise. Surtout les personnes spéciales. Sur ce, il m'a donné une petite tape amicale sur l'épaule, et s'est éloigné, saluant d'autres employés sur son passage, comme si de rien n'était. Les personnes spéciales. Cette phrase a résonné dans ma tête pour le reste de la journée. Était-ce juste une façon amicale de parler, sans signification cachée? Ou était-ce un message déguisé en cordialité, qui m'était spécifiquement adressé? Ralpho savait-il que je me doutais de quelque chose? Ou jouait-il simplement avec le feu, appréciant une situation qu'il considérait comme étant totalement sous son contrôle? Une sorte de jeu silencieux, dont lui seul connaissait les règles. Le soir même, j'ai envoyé un message à Hugo pour lui raconter ce qui s'était passé. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Intéressant. Cela pourrait être de la simple arrogance de sa part, ou bien une provocation. Quoi qu'il en soit, reste calme. J'ai des nouvelles concernant la propriété. On se voit en personne demain. Le lendemain, nous nous sommes revus dans le même restaurant discret. Cette fois, Hugo est arrivé avec une chemise remplie de documents imprimés, bien plus épaisse que la dernière fois. Très bien, Elias, voilà ce que j'ai trouvé. Il a commencé à étaler les papiers sur la table. La propriété a été achetée il y a 6 ans. Comme nous le savions déjà, le prix d'achat était de 95 000 €. Et voici la partie intéressante, le paiement n'a pas été effectué en une seule transaction. Il a été fait en 3 versements distincts, sur une période de 4 mois. 3 versements? Ai-je demandé. D'où venait cet argent? C'est exactement ce que j'ai découvert, a répondu Hugo. Les 3 versements provenaient de 3 comptes différents. L'un d'eux est un compte au nom de Sylvia, avec un dépôt de 25 000 €. Un autre est un compte au nom d'une société appelée Inversion del Norte, avec un dépôt de 30 000 €. Et le troisième? Le troisième venait d'un compte au nom de Ralpho, avec un dépôt de 40 000 €. J'ai senti l'air quitter complètement mes poumons. Ma main a commencé à trembler légèrement sur la table, et j'ai dû serrer le poing, pour qu'Hugo ne le remarque pas trop. Ralpho a financé l'achat de la propriété? Ai-je demandé, presque incapable de croire ce que j'entendais, répétant la question comme si la dire à haute voix pouvait en changer la réponse. C'est exact, a confirmé Hugo. Et ce n'est pas tout. Inversion del Norte est une société enregistrée il y a près de 10 ans. Et, selon les registres publics, l'un des associés fondateurs de cette entreprise, c'est Ralpho. Donc, en gros, Ralpho a financé la majeure partie de l'achat de cette propriété, soit directement, soit par le biais d'une entreprise qu'il a lui-même fondée. Exactement, a dit Hugo. Et la propriété est au nom de Sylvia. Ce qui signifie que légalement, elle en est l'unique propriétaire, mais que l'argent pour l'acheter est venu en grande partie de Ralpho. 65 000 € sur 95 000 €, pour être précis. Soit plus de 68% de la valeur totale. Je suis resté silencieux pendant plusieurs secondes, assimilant toutes ces informations. Chaque nouvelle révélation semblait surpasser la précédente, en ampleur, en gravité. Renforçant le sentiment que ma vie entière avait été bâtie sur un mensonge, qui s'étendait bien au-delà de ce que j'avais jamais imaginé. Y a-t-il autre chose, a poursuivi Hugo d'un ton plus prudent, mesurant presque chaque mot avant de le prononcer. J'ai aussi examiné l'historique du compte, où Sylvia reçoit ses fameux virements mensuels d'épargne personnelle, dont tu m'as parlé. Ce compte ne fait pas que recevoir de l'argent. Il y a aussi des mouvements sortants réguliers. Vers un autre compte. Un compte qui appartient à un établissement d'enseignement privé. Un établissement d'enseignement, ai-je répété, sans en comprendre la raison. C'est ce dont je ne suis pas encore sûr, a admis Hugo. Mais les montants correspondent à des frais de scolarité mensuels. Comme si quelqu'un payait l'éducation d'une autre personne, de façon constante, mois après mois, depuis des années. La question flottait dans l'air entre nous. Une question qu'aucun de nous ne voulait poser à voix haute, mais à laquelle nous pensions tous les deux. À qui étaient destinés ces frais de scolarité? Sylvia et moi avions 2 enfants, tous 2 adultes. Ils avaient terminé leurs études depuis des années. Nous n'avions aucun enfant nécessitant le paiement de frais de scolarité actuellement. Pourrait-il y avoir quelqu'un d'autre? Un enfant dont j'ignorais l'existence, le produit d'une relation entre Sylvia et Ralpho? L'idée était tellement perturbante, que pendant un instant, je n'ai même pas pu l'assimiler pleinement. J'ai senti mon corps s'engourdir.
Mes mains se sont mises à trembler plus fort sur la table. Et le café devant moi, désormais froid, était la seule chose sur laquelle je pouvais fixer mon regard. J'ai besoin de savoir qui reçoit ces paiements, ai-je dit d'une voix aussi ferme que possible, bien qu'à l'intérieur, je sentais que tout s'effondrait. J'ai besoin de connaître le nom de cette école, et j'ai besoin de savoir au nom de qui sont payés ces frais. Hugo a hoché la tête, en replaçant les documents dans la chemise avec un geste lent, presque protecteur. Comme quelqu'un qui range un objet sachant qu'il peut faire beaucoup de dégâts. Je te trouverai cette information dans les prochains jours. Mais Elias, prépare-toi. Peu importe ce que nous découvrirons, cela va changer tout ce que tu crois savoir sur ta vie, sur ton mariage, et sur les 20 dernières années. J'ai quitté ce restaurant avec un sentiment étrange dans la poitrine. Un mélange de peur et de détermination, que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai conduit pour rentrer chez moi, en silence, sans radio, sans musique. Juste le bruit du moteur, et mes propres pensées, qui martelaient la même question, encore et encore. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec une seule idée fixe en tête, qui se répétait inlassablement sans me laisser le moindre répit. Qui était cette personne, dont l'éducation était financée en secret depuis des années, avec de l'argent qui provenait directement ou indirectement de mon propre foyer? Et surtout, quelle était la relation de cette personne avec Sylvia, avec Ralpho, et avec moi? Les jours qui ont suivi ont probablement été les plus longs de toute ma vie. Chaque heure passée sans nouvelles d'Hugo me paraissait être une éternité. Je travaillais sur pilote automatique, je souriais quand il le fallait, je répondais aux emails sans vraiment faire attention à ce que j'écrivais. Mon esprit était entièrement occupé par une seule question, qui était cette personne dont l'éducation avait été financée en secret depuis des années? À la maison, les choses continuaient leur cours, en apparence normale. Sylvia poursuivait sa routine quotidienne, sans aucun changement perceptible. Nous dînions ensemble, nous regardions une émission de télévision, nous parlions de choses sans importance. Mais je ne pouvais plus la regarder de la même manière. Chaque sourire, chaque geste affectueux, chaque « je t'aime » avant de s'endormir, générait en moi un sentiment contradictoire. D'un côté, l'habitude de 22 ans de vie commune me faisait répondre automatiquement, presque mécaniquement. De l'autre, une partie de moi hurlait en silence, se demandant quelle part de tout cela était réelle, et quelle part n'était qu'une simple performance, perfectionnée au fil des années. Le 4e jour après notre dernière rencontre, Hugo m'a appelé dans l'après-midi, juste au moment où je quittais le travail. « Elias, il faut qu'on se voie aujourd'hui. J'ai les informations qu'on cherchait. » Son ton de voix était différent. Plus grave, plus prudent. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. « C'est aussi grave que ta voix le laisse paraître », ai-je demandé, ne voulant presque pas entendre la réponse. « C'est mieux si on en parle en personne », a-t-il répondu. « Peux-tu venir à mon bureau ? C'est un endroit plus privé qu'un restaurant. » J'ai dit à Sylvia que je devais rester un peu plus tard au travail, pour terminer quelques tâches de la semaine. Elle a simplement hoché la tête, sans poser de questions, occupée à préparer quelque chose dans la cuisine. Le bureau d'Hugo était petit, situé dans un immeuble modeste, dans une zone commerciale de la ville. Des étagères pleines de dossiers, un ordinateur un peu dépassé, et une fenêtre qui donnait sur un parking. Il m'a accueilli avec un café auquel je n'ai pas touché, et s'est assis en face de moi. Il arborait une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de sérieux et, me semblait-il, d'une certaine compassion. « Elias, avant de te montrer ça, je veux que tu saches que j'ai vérifié tout cela plusieurs fois, pour en être absolument certain. Je ne voulais rien te dire, qui soit basé sur de simples suppositions. Dis-le-moi, Hugo. S'il te plaît. » Hugo a ouvert un nouveau dossier, fin cette fois-ci, ne contenant que 2 ou 3 documents. L'établissement d'enseignement est une école privée assez prestigieuse, située dans un quartier résidentiel, au nord de la ville. Les paiements mensuels sont de 450 €, constants depuis les 9 dernières années. 9 ans, ai-je répété, sentant quelque chose se retourner en moi. 9 ans, a confirmé Hugo. Et le nom de la personne inscrite dans cette école, pendant tout ce temps, c'est Valentina. Ce nom m'est tombé dessus comme un poids mort. Je ne connaissais pas ce nom. Il n'avait aucune signification pour moi. Et pourtant, je savais, sans qu'Hugo n'ait besoin d'en dire plus, que ce nom était sur le point de tout changer. « Qui est Valentina ?» ai-je demandé, d'une voix brisée. Hugo m'a regardé droit dans les yeux. Selon les registres de l'école, Valentina a actuellement 15 ans. Et,
sur les documents d'inscription, dans la section correspondant aux informations sur les parents. Le nom de la mère est Sylvia. Et dans la section correspondant au père, c'est le nom de Ralpho qui apparaît. Le monde s'est arrêté. Il n'y a plus eu aucun bruit, aucun mouvement, plus rien du tout pendant plusieurs secondes. Juste l'écho de ces mots, résonnant en boucle dans ma tête. Sylvia, mère. Ralpho, père. Valentina, 15 ans. 15 ans. J'ai fait le calcul mentalement, de manière presque incontrôlable. Comme une réaction automatique de mon cerveau, essayant de donner un sens à quelque chose qui n'en avait aucun. Il y a 15 ans, Sylvia et moi étions déjà mariés. Nous étions mariés depuis 7 ans à cette époque. Nos 2 enfants étaient déjà nés. Nous étions, d'après tout ce que je croyais, une famille heureuse, stable, sans problèmes autres que les défis habituels de tout mariage avec de jeunes enfants. Pendant tout ce temps, pendant que je vivais ma vie normale, ma femme avait eu une fille avec un autre homme. Une fille qui avait grandi, qui avait 15 ans, qui fréquentait une école privée. Dont l'éducation avait été financée en secret pendant près d'une décennie, avec de l'argent qui provenait, en partie, de ma propre maison, de mes propres efforts, de mon propre travail. Elias, a dit Hugo d'une voix douce, presque comme s'il craignait que je m'effondre sur le champ. Ça va? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'en étais incapable. Mon esprit était complètement submergé, tentant d'assimiler l'ampleur de ce que je venais d'entendre. Comment? Comment est-il possible que pendant 15 ans, personne ne m'ait rien dit, ai-je finalement demandé, ma voix réduite à un murmure. Comment est-il possible que Sylvia ait eu une fille, qu'elle l'ait élevée, qu'elle ait payé son éducation pendant des années, et que je n'ai jamais rien soupçonné, à aucun moment? Les gens qui gardent des secrets de cette ampleur pendant si longtemps, a répondu Hugo avec prudence, développent généralement des systèmes très élaborés pour les maintenir. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus construit petit à petit. Très minutieusement, au fil des années. J'ai pensé à toutes ces années. Aux voyages d'affaires que Sylvia faisait de temps à autre. Des voyages que je ne remettais jamais en question, car je lui faisais une confiance aveugle. Aux après-midi qu'elle passait à aider sa sœur, une sœur dont je réalisais maintenant qu'elle vivait dans le même quartier que l'école privée de Valentina. Aux dépenses qu'elle gérait indépendamment, sur son propre compte personnel. Des dépenses que je ne vérifiais jamais car, après tout, elle avait droit à son intimité, à son propre argent, à ses propres décisions. Pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, il y avait eu une autre vie. Une vie parallèle, complètement séparée de la nôtre, mais entremêlée de façon que je commençais tout juste à comprendre. Il y a autre chose, Elias, a dit Hugo, en sortant une dernière feuille du dossier. J'ai trouvé une photographie. Elle date d'il y a quelques mois, postée sur les réseaux sociaux par un compte privé, mais j'ai réussi à y accéder par un contact commun. Ça vient d'un événement scolaire. Il m'a tendu la feuille. C'était l'impression d'une photographie un peu floue, à cause de la qualité d'impression, mais suffisamment claire pour distinguer ce qu'elle montrait. Un événement scolaire, probablement une cérémonie de fin d'année, avec plusieurs parents et élèves rassemblés dans ce qui ressemblait à une cour ou un auditorium. Et là, au centre de l'image, se trouvait Sylvia, souriante, habillée élégamment, un bras autour des épaules d'une adolescente, qui devait être Valentina. À côté d'elle, Ralpho, tout aussi souriant, une main posée sur l'épaule de la jeune fille, dans une pose que l'on pourrait qualifier de familière. Comme une famille. Il n'y avait aucune trace de malaise sur cette photographie. Aucun signe de secret, de culpabilité ou de tension. Ils avaient simplement l'air d'une famille heureuse, célébrant la réussite scolaire de leur fille lors d'un événement public, entouré d'autres familles. Pendant que moi, au cours de cette même période, j'étais probablement à la maison, à attendre que Sylvia revienne d'une réunion de travail, sans me douter de rien. De quand date cette photographie, ai-je demandé, la voix toujours tremblante. Il y a 4 mois, a répondu Hugo, selon la date de publication. 4 mois. Il y a 4 mois, j'étais encore au chômage, à chercher du travail, tandis que Sylvia assistait à des événements scolaires avec Ralpho et la fille qu'ils avaient eue ensemble. Comme s'ils étaient une famille normale. Comme si je n'existais pas. Comme si les 22 dernières années de ma vie avec elle n'étaient qu'une simple parenthèse. Une vie secondaire, qu'elle entretenait parallèlement à sa vraie vie. Elias, a repris Hugo après un long silence. Je sais que c'est beaucoup. Je sais que tu as besoin de temps pour assimiler tout ça.
Mais je dois aussi te dire autre chose. Quelque chose qu'il est important que tu saches maintenant, avant de décider comment procéder. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, ayant l'impression de ne plus avoir la force de supporter d'autres coups, mais sachant que je n'avais pas le choix. La date à laquelle ton contrat de travail a été signé, a dit Hugo lentement, coïncide presque exactement avec la date du 15e anniversaire de Valentina. Il n'y a qu'une semaine de différence. Je n'ai pas tout de suite saisi la pertinence de cette information. Hugo, remarquant ma confusion, a poursuivi, j'ai fait quelques recherches supplémentaires sur les célébrations du 15e anniversaire dans certaines cultures. Et j'ai découvert que pour de nombreuses familles, cette date revêt une signification particulière. C'est une sorte de présentation formelle, une transition. Et dans certains cas, les familles opèrent des changements importants dans leur vie, autour de cette date. Des changements qui, d'une certaine manière, ouvrent la voie à de nouvelles étapes. J'ai senti un frisson traverser mon corps. Es-tu en train de dire que mon embauche a été planifiée, pour coïncider avec l'anniversaire de Valentina, ai-je demandé, presque incapable de croire les mots qui sortaient de ma propre bouche. Pourquoi? Quel sens cela aurait-il? Je ne le sais pas avec certitude, a admis Hugo. Mais il y a une possibilité que nous devons envisager, Elias. Et je sais que c'est dur à entendre. Il est possible que, d'une manière ou d'une autre, Sylvia et Ralpho prévoient de rendre leur relation, leur famille, publique. Maintenant que Valentina a atteint un âge où il n'est plus si facile de cacher son existence. Et si c'est vrai, alors ton embauche dans cette entreprise n'était peut-être pas seulement un moyen de t'aider financièrement. C'était peut-être aussi un moyen de te garder à proximité. De te contrôler, de savoir exactement où tu es et ce que tu fais. Pendant qu'il se prépare à franchir ce cap. L'idée était si tordue, si calculatrice, que, pendant un instant, je l'ai cru impossible. Mais plus j'y pensais, plus cela prenait tout son sens, dans la logique perverse de toute cette situation. Si Sylvia et Ralpho prévoyaient, à court terme, de rendre publique leur relation et l'existence de Valentina, ils auraient besoin de gérer minutieusement comment, et quand, je découvrirais tout cela. Me garder à proximité, dans la même entreprise, sous la supervision directe de Ralpho, leur donnerait le contrôle sur le moment et la manière dont la vérité éclaterait au grand jour. J'ai besoin d'un peu de temps, Hugo, ai-je fini par dire, en me levant de ma chaise, les jambes lourdes comme si je venais de courir un marathon. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. J'ai besoin de décider ce que je vais faire. Prends tout le temps dont tu as besoin, a répondu Hugo en se levant à son tour. Mais Elias, encore une chose. Quoi que tu décides de faire, fais-le la tête froide, pas sous le coup de la colère. La colère te fera commettre des erreurs, et ils ont, de toute évidence, eu beaucoup de temps pour se préparer à n'importe laquelle de tes réactions. Si tu dois agir, agis intelligemment. Agis au moment où ils s'y attendent le moins. J'ai quitté le bureau d'Hugo avec la photographie imprimée dans ma poche, pliée soigneusement, comme si la garder ainsi pouvait, d'une certaine manière, contenir aussi la douleur qu'elle représentait. J'ai conduit sans but pendant près d'une heure. Sans destination précise, ayant juste besoin de temps, d'espace, de silence. Quand je suis finalement rentré chez moi, il faisait déjà nuit. Sylvia était dans le salon, regardant la télévision avec un plaid sur les genoux. Dans la même position où elle s'était probablement trouvée pendant des années, lors de milliers de soirées identiques. « Tu es en retard », a-t-elle dit sans quitter l'écran des yeux. « Tout va bien ?» Je l'ai regardée pendant plusieurs secondes. Observant chaque détail de son visage, de sa posture, de sa tranquillité absolue. J'ai pensé à Valentina. J'ai pensé à cette photographie, à cette famille heureuse dont je n'avais jamais fait partie, mais qui existait parallèlement à la mienne, depuis 15 ans. Tout va bien, ai-je finalement répondu, en m'asseyant à côté d'elle sur ce même canapé, où nous avions partagé tant de soirées. Juste fatigué, beaucoup de travail. Et en prononçant ces mots, j'ai senti que quelque chose, à l'intérieur de moi, s'était complètement transformé. Je ne ressentais plus seulement de la douleur ou de la trahison. Je ressentais quelque chose de plus froid, de plus calculé. Quelque chose qui commençait à prendre forme en moi, avec une clarté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Il ne s'agissait plus de découvrir la vérité. La vérité était déjà découverte. Maintenant, il s'agissait de décider exactement quand, et comment, cette vérité éclaterait au grand jour. Et par-dessus tout,
de décider qui aurait le contrôle quand cela se produirait. J'ai passé les jours suivants dans un état que je ne peux décrire que comme un calme artificiel. À l'extérieur, j'étais le même Elias que d'habitude. À l'intérieur, chaque pensée tournait autour d'une seule idée. Je n'allais plus attendre que la vérité éclate par accident. Ni attendre que Sylvia et Ralpho décident du moment pour la révéler, à leur convenance. Si cette vérité devait éclater, ce serait selon mes propres termes. Mais je savais qu'agir sous l'emprise de la colère, comme Hugo m'en avait averti, ne ferait que me transformer en grand méchant de leur histoire. Le mari jaloux, hors de contrôle, qui fait un scandale sans preuve. Non. Si je devais faire cela, cela devait être fait d'une manière telle que personne ne pourrait douter de ce qu'il verrait. Cela devait être irréfutable. J'ai appelé Hugo le lendemain. J'ai besoin d'un plan, lui ai-je dit. Pas seulement de preuves. J'ai besoin d'un moment, d'un lieu. Quelque chose où tout éclate au grand jour, devant les bonnes personnes, en même temps, sans qu'ils aient la moindre chance d'inventer une explication. Hugo est resté silencieux un instant. As-tu quelque chose en tête? L'entreprise organise un événement le mois prochain, ai-je répondu. Un dîner d'anniversaire. Les 20 ans de la boîte. Pratiquement tout le conseil d'administration sera là, des employés de différents départements, quelques partenaires externes. Ralpho va faire un discours et, d'après ce que j'ai entendu en réunion, il a l'intention d'inviter sa famille aussi. Sa famille. A demandé Hugo, avec un ton qui montrait clairement qu'il comprenait parfaitement ce que cela signifiait. C'est ce que Monica des ressources humaines a dit. Elle a mentionné que, cette année, l'événement inclurait quelque chose de spécial, que Ralpho voulait présenter quelqu'un d'important pour lui. Elle n'a pas eu plus de détails, mais maintenant, tout prend sens. Alors, ils ont déjà un plan. A dit Hugo, pensif. Il compte probablement utiliser cet événement pour présenter officiellement Valentina, peut-être en tant que fille, à l'entreprise. Un geste calculé, dans un environnement contrôlé, entouré de gens, où la moindre réaction de ta part semblerait disproportionnée, déplacée. Exactement, ai-je répondu. C'est pourquoi je ne peux pas me contenter de réagir lorsqu'ils la présenteront. Je dois les prendre de vitesse. J'ai besoin que, lorsque ce moment arrivera, j'ai déjà tout de prêt. Pour que toute la vérité éclate. Pas seulement la partie qu'ils veulent bien montrer. Pendant les semaines qui ont suivi, nous avons travaillé en silence, pièce par pièce, sur ce qui allait devenir le plan le plus minutieux que j'ai jamais élaboré de ma vie. Premièrement, j'avais besoin de regrouper toutes les preuves en un seul document, organisé chronologiquement, pour que quiconque puisse comprendre l'histoire complète, d'un seul coup d'œil. Le contrat de location au nom de Sylvia, les relevés bancaires des virements, la documentation d'Inversion Del Norte et la participation de Ralpho en tant qu'associé fondateur, les registres de l'école avec les noms de Sylvia et Ralpho en tant que parents de Valentina. Ainsi que la photographie de l'événement scolaire. Deuxièmement, j'avais besoin de témoins. Des personnes au sein de l'entreprise qui, sans en connaître la totalité, pourraient corroborer des pans de l'histoire, si nécessaire. Je me suis remémoré les conversations avec Francisco et Monica. Aucun d'eux ne connaissait l'ampleur de ce qui se passait, mais tous deux, sans le réaliser, avaient fourni des pièces maîtresses du puzzle. Si à un moment quelconque quelqu'un remettait en question la véracité de ce que je présentais, il pourrait, sans forcément le savoir, confirmer certains détails. Troisièmement, et c'était la partie la plus délicate, j'avais besoin de m'assurer que, lorsque tout serait révélé, il y aurait de réelles conséquences. Il ne suffisait pas d'exposer la vérité devant un groupe de personnes, lors d'un dîner. J'avais besoin que cette vérité ait des répercussions concrètes sur l'entreprise, sur les finances de Sylvia et Ralpho, et sur leur réputation. Pour ce dernier point, Hugo a suggéré quelque chose qui, au début, m'a semblé aller trop loin, mais qu'avec le temps, j'ai fini par considérer comme simplement juste. La propriété qui est au nom de Sylvia, a expliqué Hugo lors d'une de nos réunions, a été achetée en grande partie avec l'argent de Ralpho, via sa société Inversion Del Norte. Mais, selon les lois sur les biens matrimoniaux de ce pays, si cette propriété a été acquise pendant le mariage, avec des fonds provenant, directement ou indirectement, de ressources communes du foyer, tu pourrais avoir un droit légal sur une partie de celle-ci. De plus, a-t-il continué, le fait qu'il y ait une fille non reconnue légalement, dont les dépenses sont prises en charge depuis des années en utilisant, même partiellement, des ressources qui auraient dû faire partie du patrimoine familial peut constituer un dossier solide pour un divorce.
avec des répercussions financières importantes en ta faveur. Donc, il ne s'agit pas seulement de les exposer, ai-je dit, comprenant où il voulait en venir. Il s'agit de les confronter à des conséquences juridiques et économiques, après avoir été démasqués. Exactement, a confirmé Hugo. L'exposition publique détruira leur réputation, mais les conséquences juridiques et financières leur enlèveront quelque chose qu'ils valorisent probablement encore plus, la stabilité qu'ils ont bâtie au fil des années, pensant qu'ils n'auraient jamais à en répondre. J'ai alors décidé de franchir une étape supplémentaire. J'ai engagé un avocat spécialisé en droit de la famille, recommandé par Hugo, quelqu'un ayant de l'expérience dans ce genre d'affaires. Nous nous sommes réunis en privé dans son cabinet, et je lui ai présenté toute la documentation que nous avions rassemblée. C'est assez clair, a déclaré l'avocat, après avoir tout examiné pendant près d'1 heure. Vous avez une base très solide pour une procédure de divorce, incluant la division des biens, en considérant la propriété au nom de votre femme comme faisant partie du patrimoine conjugal, étant donné qu'elle a été acquise pendant le mariage. De plus, s'il peut être prouvé que les ressources du foyer ont été utilisées, même partiellement, pour subvenir aux dépenses d'une tierce personne à votre insu et sans votre consentement, cela renforce considérablement votre position. Combien de temps prendrait une telle procédure, ai-je demandé. Cela dépend de plusieurs facteurs. Mais si les preuves sont aussi claires que celles que vous avez, et s'il y a une volonté de l'autre partie d'éviter un processus long et médiatisé, nous pourrions parler de mois, pas d'années. Surtout s'ils ont un intérêt à résoudre cela rapidement. Comme éviter l'exposition publique. Cette dernière phrase est restée gravée en moi. Éviter l'exposition publique. Cela allait être mon outil de négociation majeur. J'ai demandé à l'avocat de préparer tous les documents nécessaires pour initier la procédure de divorce, mais de les garder prêts sans les déposer officiellement pour l'instant. Je voulais que tout soit prêt, pour la seconde exacte où je déciderai d'agir. Pendant ce temps, à la maison, j'ai maintenu une routine absolument identique. Sylvia ne se doutait toujours de rien. En fait, ces dernières semaines, j'ai remarqué qu'elle était encore plus détendue que d'habitude. Plus souriante, presque comme si quelque chose de bien était sur le point de se produire dans sa vie. Et, compte tenu de ce que je savais maintenant, je comprenais parfaitement pourquoi. Elle comptait probablement les jours, jusqu'à l'événement de l'entreprise. Jusqu'au moment où, enfin, après 15 ans, elle pourrait officiellement présenter sa fille. Sans plus avoir à se cacher, sans plus avoir à mentir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je comptais aussi les jours. Mais pour des raisons diamétralement opposées. Une semaine avant l'événement, j'ai reçu un appel de Ralpho, directement dans mon bureau. « Elias, je voulais vous annoncer quelque chose, a-t-il dit, de ce ton si cordial, dont j'avais appris à me méfier profondément. Vendredi prochain a lieu notre dîner d'anniversaire, comme vous le savez. Je voulais vous inviter personnellement. Pas seulement en tant qu'employé, mais... Disons que ça va être une nuit spéciale, et j'aimerais que vous soyez là. » Bien sûr, ai-je répondu, avec la voix la plus naturelle que j'ai pu produire. Ce sera un honneur. Excellent, a-t-il répondu, et je pouvais même percevoir le sourire dans sa voix, à travers le téléphone. Ce sera une soirée dont vous vous souviendrez, Elias. Je vous le promets. J'ai raccroché le téléphone, et j'ai fixé le mur de mon bureau pendant plusieurs minutes. Une soirée dont vous vous souviendrez. S'il savait à quel point il avait raison. Bien que ce ne soit certainement pas de la manière dont il l'imaginait. Ce soir-là, j'ai appelé Hugo et l'avocat, pour une dernière réunion avant l'événement. Nous avons repassé en revue chaque détail du plan. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque document, chaque copie, chaque étape. Hugo serait chargé d'avoir des copies physiques de toutes les preuves organisées dans des dossiers, prêtes à être distribuées si nécessaire. L'avocat aurait les papiers du divorce prêts à être déposés le lendemain matin de l'événement, quoi qu'il se passe ce soir-là. Elias, m'a dit Hugo à la fin de la réunion, d'un ton plus personnel que d'habitude. Je sais que ça n'effacera pas la douleur de ce que tu as découvert, mais je veux que tu saches une chose. Ce que tu fais n'est pas de la vengeance pour le simple plaisir de faire du mal. C'est de la justice. C'est reprendre le contrôle de ta propre vie. Après qu'on te l'a volé sans que tu le saches. Tu mérites cela. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je n'avais pas les mots pour exprimer ce que je ressentais à ce moment-là. Un mélange de tristesse, de colère, mais aussi, pour la première fois depuis des semaines, quelque chose qui ressemblait à de la clarté.
Je savais exactement ce que j'avais à faire, je savais exactement quand le faire. Et, le plus important, je savais que, peu importe ce qui arriverait cette nuit-là, dès le lendemain, ma vie commencerait à prendre une nouvelle direction. Une direction que, cette fois-ci, j'avais moi-même choisie. Il restait une semaine avant le dîner d'anniversaire. Une semaine avant que tout ne change. Et pour la première fois depuis que j'avais vu cette photographie sur le bureau de Ralpho, j'ai senti que j'étais enfin celui qui contrôlait l'histoire. La semaine s'est écoulée d'une manière étrange. Chaque jour me semblait à la fois éternel, et beaucoup trop court. Éternel, car chaque heure passée signifiait plus de temps à vivre avec Sylvia comme si de rien n'était, sourire, discuter, dormir à côté d'elle. Court, car je savais qu'une fois le vendredi arrivé, plus rien ne serait jamais pareil. Et une partie de moi, malgré tout, sentait le poids de ce qui était sur le point de s'achever, pour toujours. Le jeudi soir, pendant que Sylvia choisissait la robe qu'elle porterait pour le dîner du lendemain m'en montrant deux avec son naturel habituel, et me demandant laquelle je préférais, j'ai ressenti un étrange serrement dans la poitrine. Pendant un instant, j'ai simplement vu ma femme. La femme avec qui j'avais partagé plus de 2 décennies de vie, excitée par un événement, me demandant mon avis, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Celle-ci, ai-je dit en désignant l'une des robes presque sans réfléchir, par habitude. Bon choix, a-t-elle répondu en souriant, en rangeant l'autre robe dans le placard. Ce serait, pensais-je, la dernière fois que Sylvia me demanderait mon avis sur ce genre de choses, avec cette confiance, avec ce naturel. Dès le lendemain, tout serait différent. Le vendredi est arrivé. Je me suis habillé avec soin, choisissant un costume sombre et sobre, approprié pour l'occasion. Hugo m'avait remis une clé USB, 2 jours plus tôt, avec tous les documents classés, ainsi que des copies imprimées, rangées dans un dossier discret que je garderai sur moi. L'avocat m'a confirmé que les papiers du divorce seraient prêts à être déposés dès lundi matin, à la première heure. « Tu es sûr de vouloir le faire ce soir ?» m'a demandé Hugo au téléphone, pendant que je finissais de m'habiller. « Tu peux encore attendre. Choisir un autre moment, un autre endroit. »« Non », ai-je répondu, avec un calme qui m'a surpris moi-même. « Cela doit être ce soir. À l'endroit même où ils comptent présenter Valentina. S'ils le font là-bas, devant tout le monde, alors toute la vérité doit également éclater là-bas, devant tout le monde. Il n'y a pas de moment plus juste que celui-là. La salle où se tenait le dîner d'anniversaire était impressionnante. Un espace vaste et élégamment décoré, avec des tables rondes réparties dans toute la pièce. Des lumières chaleureuses, une petite scène à l'avant pour les discours. Les employés de tous les départements, les directeurs, les partenaires externes, tous vêtus de tenues de soirée, discutant, riant, un verre de vin à la main. Je suis arrivé tôt, comme je l'avais prévu. Je devais retrouver Hugo. Il assistait à la soirée en tant qu'invité d'un employé. C'est quelque chose qu'il avait arrangé discrètement avec Francisco, qui, sans connaître la véritable raison, avait accepté d'amener un ami à l'événement. J'ai trouvé Hugo près de l'entrée. Il était habillé de façon formelle, avec une petite mallette contenant les copies des documents. « Tout est prêt ?» a-t-il demandé. « Tout est prêt », ai-je répondu. Sylvia est arrivée peu de temps après moi. Elle portait la robe que nous avions choisie la veille. Elle était radieuse, souriante. Elle saluait certaines personnes qu'elle reconnaissait de précédents événements d'entreprise, bien qu'elle n'y ait jamais été employée directement. Nous avons marché ensemble jusqu'à notre table, et elle s'est assise à côté de moi, me prenant la main un instant. Un sourire qui, à n'importe quel autre moment de ma vie, m'aurait réchauffé le cœur. La première heure du dîner s'est déroulée normalement. Les plats ont été servis, des conversations triviales fusaient, avec de la musique de fond. J'observais Ralpho à sa table d'honneur. Il discutait avec animation avec d'autres directeurs, regardant de temps en temps vers l'entrée de la salle, comme s'il attendait quelqu'un. Et puis, je l'ai vu arriver. Une femme de l'âge de Sylvia est entrée dans la salle, accompagnée d'une adolescente. J'ai reconnu Valentina immédiatement, d'après la photographie qu'Hugo m'avait montrée. Même si, en personne, elle paraissait encore plus jeune, plus nerveuse, regardant autour de la salle avec une certaine timidité. Ralpho s'est levé de sa table pour les accueillir. Il a d'abord serré dans ses bras la femme adulte que j'ai supposé être une sorte de nourrice ou une parente proche de Valentina, puis, avec un geste empreint d'une évidente fierté, il a serré Valentina dans ses bras. Il l'a présentée aux personnes les plus proches, à sa table.
Sylvia, à côté de moi, observait la scène avec un sourire contenu. Un sourire que je reconnaissais désormais, mais avec une signification complètement différente. C'était le sourire de quelqu'un qui voit enfin se concrétiser la chose qu'elle attendait depuis des années. Une autre demi-heure s'est écoulée. Les plats de résistance ont été débarrassés, et l'heure des discours est arrivée. Ralpho s'est levé, s'est dirigé vers la petite scène, et a pris le microphone. « Bonsoir à tous », a-t-il commencé, avec son charisme caractéristique. « Je tiens à vous remercier d'être présents ce soir, pour célébrer les 20 ans de cette entreprise. 20 années d'efforts, de croissance, et de réussite partagée. » Il a poursuivi avec un discours typique pour ce genre d'événement, des remerciements, des anecdotes sur les débuts de l'entreprise, une reconnaissance pour les employés méritants. Le public a applaudi aux moments opportuns. Certaines personnes ont ri à ses blagues. Puis, Ralpho a changé le ton de son discours. Ce soir, en plus de célébrer nos 20 ans en tant qu'entreprise, je veux partager quelque chose de personnel avec vous. Quelque chose que j'ai gardé privé pendant longtemps. Mais le moment est venu de le partager, avec les personnes que je considère comme ma famille élargie, vous tous. La salle est devenue silencieuse, dans l'expectative. J'ai senti mon cœur se mettre à battre la chamade, sachant ce qui allait arriver. Il y a 15 ans, ma vie a changé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, a poursuivi Ralpho. Et bien que, pour diverses circonstances, je n'ai pas pu partager cela ouvertement jusqu'à présent, aujourd'hui, je veux vous présenter quelqu'un de très important pour moi, ma fille, Valentina. Il fit un geste vers la table où se trouvait l'adolescente. Visiblement nerveuse, elle s'est levée à moitié, saluant timidement sous les applaudissements surpris, mais cordiaux, des personnes présentes. C'était le moment. Je me suis levé de ma chaise, calmement. J'ai senti tous les regards, qui se tournent naturellement vers quiconque se lève pendant le discours d'un autre. Hugo, depuis sa position près de l'entrée, a commencé à se déplacer discrètement, s'approchant avec sa mallette. « Excusez-moi, Ralpho », ai-je dit d'une voix claire, assez forte pour être entendue dans une grande partie de la salle, mais sans crier, sans perdre mon sang-froid. « Puisque nous partageons des choses personnelles ce soir, puis-je ajouter quelque chose ?» La salle, qui quelques secondes auparavant applaudissait cordialement, a plongé dans un silence inconfortable. Depuis la scène, Ralpho m'a regardé avec une expression qui est passée, en quelques secondes, de la surprise à une sorte de panique contenue. « Elias, ce n'est pas le moment, » a-t-il dit, essayant de garder le sourire, bien que sa voix ne semble plus aussi assurée. « Bien au contraire, » ai-je répondu, en marchant lentement vers l'avant de la salle. Je sentais des centaines de regards sur moi, mais sans perdre mon rythme, sans perdre mon calme. Je pense que c'est exactement le moment. Car il se trouve que moi aussi, j'ai quelque chose de personnel à partager ce soir. Quelque chose lié, curieusement, à cette même histoire que vous venez de raconter. Je suis arrivé près de la scène. Hugo se tenait à mes côtés. Il a ouvert la mallette, et m'a tendu le dossier avec les documents. Il y a 15 ans, ai-je commencé, m'adressant maintenant à toute la salle. Depuis notre table, Sylvia m'observait. Le visage pâle, elle commençait à comprendre ce qui se passait. Ma femme, Sylvia, a eu une fille. Une fille avec Ralpho. Cette fille, c'est Valentina, la jeune femme qu'il vient de présenter avec tant de fierté. Un murmure a parcouru la salle. Certains se sont tournés vers Sylvia, d'autres vers Ralpho, d'autres encore vers Valentina, qui, confuse, regardait autour d'elle sans vraiment comprendre ce qui se passait. Pendant 15 ans, on m'a caché cette information, ai-je poursuivi, en brandissant le dossier. Pendant 15 ans, alors que je bâtissais une vie, une famille, avec la femme assise à cette table, elle menait une autre vie, en parallèle, avec l'homme qui se tient devant vous sur cette scène. Elias, s'il te plaît, a dit Ralpho en descendant de l'estrade. Il essayait de s'approcher de moi, sa voix désormais clairement nerveuse. Parlons de ça en privé. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, les jeux interrompus sans élever la voix, mais avec une fermeté qui l'a stoppé net, c'est que les personnes présentes dans cette salle connaissent toute la vérité. Car, d'après ce que j'ai compris, c'était le but de cette soirée, partager des vérités. Alors, voici la mienne. J'ai ouvert le dossier, et j'ai commencé à en sortir des documents, en les distribuant aux personnes les plus proches de moi. Ils les ont reçus avec des expressions d'incrédulité grandissantes au fur et à mesure qu'ils les lisaient. Voici le contrat de location d'une propriété,
acheté il y a 6 ans au nom de ma femme. Financé à 68% par Ralpho, via une société qu'il a lui-même fondée. Une propriété dont j'ignorais l'existence, jusqu'à il y a 2 semaines. J'ai continué à montrer les documents les uns après les autres, les virements mensuels, les dossiers scolaires, la photographie de l'événement scolaire où Sylvia et Ralpho apparaissaient avec Valentina en tant que famille. Et enfin, ai-je dit, tenant le dernier document, j'ai découvert que mon embauche dans cette entreprise, il y a quelques semaines à peine, a été personnellement approuvée par Ralpho. Ce n'était pas une coïncidence. Cela faisait partie d'un plan pour me garder près de lui, sous contrôle. Pendant qu'ils préparaient le moment parfait pour rendre publique cette relation, qu'ils ont gardée cachée pendant 15 ans. La salle entière était désormais plongée dans un silence absolu. Un silence lourd, chargé du malaise collectif de centaines de personnes assistant à une scène qui n'était clairement pas censée être vue par eux. À notre table, Sylvia se couvrait le visage de ses mains. Face à moi, Ralpho semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de quelques minutes. Sa posture assurée s'était complètement effondrée. Elias, a commencé Sylvia, en se levant d'une voix brisée. On peut en parler. On peut tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Sylvia, ai-je répondu en me tournant vers elle, ressentant enfin une étrange sensation de paix au milieu de tout ce chaos. Les documents parlent d'eux-mêmes. Et, pour que les choses soient claires, lundi matin, mon avocat déposera les papiers du divorce, accompagné de toute cette documentation. Comme preuve des biens dissimulés pendant notre mariage. Je me suis finalement tourné vers Valentina. Elle observait tout cela, les larmes aux yeux, manifestement dépassée par une situation qu'elle n'avait, de toute évidence, ni orchestrée ni prévue. Valentina, ai-je dit d'un ton beaucoup plus doux, rien de tout cela n'est de ta faute. J'espère que, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, tu auras une belle vie. Je l'espère vraiment. Elle a hoché la tête, ses larmes coulant silencieusement, incapable de dire un mot. J'ai refermé le dossier, je l'ai rendu à Hugo, et, sans un mot de plus, j'ai marché vers la sortie de la salle. Laissant derrière moi 22 ans de mariage, 15 ans de mensonges, et un silence qui, je le savais, marquerait les personnes présentes pour très longtemps. 3 mois plus tard, la procédure de divorce a été résolue beaucoup plus rapidement que je ne l'espérais, tout comme l'avocat l'avait anticipé. Ni Sylvia ni Ralpho ne voulaient que l'affaire s'éternise, ni que d'autres détails ne soient dévoilés. Surtout après ce qui s'était passé lors du dîner d'anniversaire, qui était inévitablement devenu le sujet de conversation de toute l'entreprise pendant des semaines. Ralpho a fini par démissionner de son poste de directeur général, à peine 2 semaines après l'événement. Mis sous pression par le conseil d'administration, qui ne pouvait ignorer un tel scandale. Sylvia et moi sommes parvenus à un accord sur le partage des biens qui, grâce aux preuves présentées, m'a été très favorable. Y compris une partie de la valeur de la propriété qu'elle avait gardée secrète pendant des années. J'ai aussi décidé de quitter cette entreprise. Je ne voulais pas continuer à travailler dans un endroit aussi lié à tout ce que j'avais découvert. Avec l'argent de l'accord de divorce, en plus de mes économies, j'ai finalement décidé de faire une chose que j'avais repoussée pendant des années, ouvrir mon propre petit cabinet de conseil. C'est quelque chose que j'avais toujours eu envie d'essayer. Mais la peur, et la routine, m'avaient toujours empêché de l'envisager sérieusement. Hugo est devenu bien plus qu'un détective engagé. Il est devenu l'un de mes meilleurs amis. Quelqu'un avec qui je partage désormais régulièrement un café, parlant de la vie, de nos futurs projets. De tout, sauf du passé. Mes enfants, en apprenant toute l'histoire, ont réagi en m'apportant un soutien inconditionnel. Et, de manière compréhensible, en prenant leur distance avec leur mère. Bien qu'avec le temps, j'ai appris qu'ils gardaient un certain contact, à leur propre façon, assimilant tout cela à leur propre rythme. Quant à moi, j'ai appris une chose qu'à 47 ans, je ne m'attendais pas à apprendre. Il n'est jamais trop tard pour découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et parfois, perdre ce que l'on croyait avoir est le premier pas, pour trouver quelque chose de bien plus authentique. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne ressens pas de ressentiment. Je ressens, avant tout, de la paix. La paix de savoir qu'enfin, après 15 années des mensonges de quelqu'un d'autre, ma vie m'appartient totalement.